Merci, cher Bédel Baouna, de me céder la parole. Si votre exercice, comme vous l'avez dit, contraint, s'est révélé rude, que dire alors du mien? Ça n'est pas évident non plus pour moi de discourir de mes livres, comme si personne ne les avait compris, comme s'il fallait toujours expliquer, argumenter, commenter, comme si le lecteur repugnait l'auto-effort. Cela dit, d'aucuns pourraient me poser la question de savoir à quel titre je m'exprime depuis Paris sur les problématiques de notre pays. D'aucuns pourraient me demander le degré de ma légitimité. Eh bien, voyez-vous, le problème, oui, le grand problème est que je suis congolais. Et en tant que tel, j'ai le droit d'en parler, où que je me trouve. Si biologiquement je suis né au Congo, c'est à l'étranger que je suis né intellectuellement et politiquement. Je veux dire que c'est depuis la France que j'ai vraiment pris conscience des problématiques du Congo. À tous ceux qui voudront donc connaître ma légitimité de parler du Congo, je serai tenté de répondre, bien qu'éloigné de la réalité dont il est question, il n'échappe à personne cette réalité, pas même des aveugles, a fortiori à l'ère des nouvelles technologies. Il ne s'agit évidemment pas de partir de la réalité, c'est-à-dire en se basant sur les écrits des réseaux sociaux, ou pour asséner des vérités parfois à l'emporte-pièce, mais de l'observer attentivement, minutieusement, cette réalité. Et je vous rassure, il ne me viendra jamais à l'esprit de la tordre, cette réalité, pour la réécrire à ma façon. Non. Sans avoir la prétention de mieux la connaître, cette réalité, je me vertue à la voir sinon avec objectivité, du moins en tentant un effort vers l'objectivité. Ce qui est toujours pas facile, je l'avoue. C'est vrai que ni vous ni moi ne résoudrons dans l'immédiat les maux du Congo. Non, personnellement, je ne me considère pas comme un Deus ex machina. C'est vrai que je me définis comme un pessimiste actif. Je veux dire que je ne me fais pas d'illusions sur la culture du résultat. Et c'est en même temps mon ressort premier de l'action, du moins de la réflexion. Je ne conçois pas l'action ou la réflexion politique en fonction du résultat à venir, mais parce que le devoir d'être originaire du Congo, un pays poisseux, oui, je le dis, m'y oblige. Et oui, attendre l'herbe. Que l'herbe pousse, le bœuf meurt de faim. La problématique de cet après-midi ne m'est pas venue par fantaisie ou de mon vieux canapé pour faire du matalana. Non. L'idée, sinon la folle envie de m'y atteler, date de 2 ans. Au moment où j'ai perdu mon père politique, mon mentor, Marc Mapingu Mitumbi. Je cherchais le moyen de lui rendre un hommage appuyé, vibrant ou poignant. Aussi me suis-je lancé dans cette inconnue qu'est l'écriture, sans la prétention du résultat, ai-je dit, ce n'est pas parce que c'est un livre qu'il est abouti, parfait. Autrement, nous ne serions pas là. C'est pour continuer à le parfaire, je vais échanger en permanence et partant des problématiques de la jeunesse ou de leurs inquiétudes
ontologique, existentielle, ou philosophique. Dans la mesure où nous ne sommes pas ici sur les bancs d'un collège ou d'un lycée, je ne vais pas toutefois faire une dissertation. Le plan de mon exposé est déstructuré. Une trame éclatée. Jeunesse congolaise, torpeur. Nul besoin de se lancer non plus dans des définitions scolaires. Marianta me l'a dit tout à l'heure en passant. Elle est devine, elle. Chacun comprend aisément l'association de ces deux mots. De fait, permettez-moi une digression qui en vérité n'en est pas une. Avec la permission du modérateur, bien sûr, je commence mon propos par le deuxième sujet, puisqu'on est là dans l'actualité récente. Le factuel, si vous voulez. Il y a un mois, ou peut-être même plus, c'est un train d'humour, ont été annoncés les résultats des élections législatives des 4 et 31 juillet derniers. Chacun les connaît, ces résultats, bien évidemment. Je ne me vais pas m'atteler à les décortiquer circonscription par circonscription, et même de celles où il n'y avait que des candidats uniques. Simple trait d'humour, je le répète. Et Dieu sait combien ces circonscriptions à candidats uniques étaient nombreuses. En fait, puisque les résultats, c'est la leçon à attirer de ces élections. Transparentes ou pas, équitables ou pas, justes ou pas, c'est cela qui me préoccupe. Dès le mois de juin, j'ai réfléchi sur un chiffre. 2000 candidats aux élections législatives pour 151 sièges, s'il vous plaît. 2000 candidats. Déjà pléthorique pour 4,5 millions d'habitants. Le Congo, c'est 4,5 millions d'habitants. Parmi eux, beaucoup de jeunes de mon âge. Alors, je me suis dit que quelque chose n'allait pas dans mon pays natal. 2000 candidats, vous entendez bien. Pourquoi? Comment? Et la publicité sur Télé Congo de la ministre de la promotion de la femme qui incitait les femmes, toutes les femmes, à investir l'univers politique. À croire, c'est sa seule mission et le seul métier. Est-ce sérieux? Quoi qu'il en soit, un seul mot m'est venu à l'esprit. Engouement. Jamais une élection, un mot que je mets entre guillemets, entre autres, n'avait suscité autant d'engouement. Hélas, l'engouement n'est pas forcément la sincérité. S'il faut saluer la présence massive des jeunes à ces élections, se pose en effet la question de la sincérité de leur combat. Pourquoi je le dis? Dans notre pays, il y a à l'évidence plus d'ambition, plus d'ambitieux que de grandes ambitions, au sens d'Alexis de Tocqueville. Ceux-là même qui se préoccupent, moins que tous les autres, des intérêts et les jugements de l'avenir, le moment actuel les occupe seuls et les absorbe. Les élections. Ils achèvent rapidement beaucoup d'entreprises plutôt qu'ils n'élèvent quelques monuments durables. Ils aiment le succès bien plus que la gloire. J'avoue que je redoute bien moins dans les sociétés démocratiques l'audace que la médiocrité des désirs. Alexis de Tocqueville entendait par là que cette pléthore de candidats a priori, non pas pour ambition de servir la démocratie, mais c'est à la démocratie de servir leurs ambitions. Quitte à s'aliéner, il est donc à craindre que cet engouement se justifie que par la
poursuite des prébendes. Ils ont un bon salaire, les députés, n'est-ce pas? Ces mêmes députés qui, par leur engouement, vivent comme si tout était destiné à s'évanouir au terme de leur existence sur Terre, ne tolérant que le culte du profit matériel comme valeur cardinale. On pourrait même se demander à quoi ils servent, ces députés. Ah, je vois beaucoup font des cadeaux à des pauvres Congolais, comme quoi la politique au Congo génère un sacré effet, l'altruisme. Mais une des réponses à cet engouement nous vient de l'autre côté du fleuve Congo. Je parle bien évidemment de Kinshasa. En début de semaine, dans une interview, à Jeune Afrique, l'ancien président Joseph Kabila a dit, je cite, « Je ne suis pas un prophète, mais si par je ne sais quelle magie, une nouvelle majorité naît des cendres du FCC, l'opinion dira que ces députés coûtent trop cher à la République. » Et dans la foulée, Martin Fayulu de se renchérir, les députés de la RDC sont mieux rémunérés que ceux des pays riches comme la France et les USA. Il établit que depuis janvier 2022, un député national touche 21 000 $ par mois. C'est de la corruption à grande échelle. Il exige la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Et à moi de me poser la question de savoir combien gagne un député du Congo-Brazzaville. Environ 9 000 € mensuels. Plus qu'un médecin, plus qu'un enseignant. Je comprends pourquoi tout le monde veut devenir député. Pourquoi gaspiller tout cet argent qui aurait dû servir à la formation continue, à des centres de formation sportifs ou culturels qui font tant défaut au Congo? Je vous en laisse seul juge. Sur les réseaux sociaux, j'ai lu des posts de mes sœurs et frères, d'habitude si virulents à l'égard du pouvoir actuel, mais qui, sous le prétexte que leur ami, sœur ou frère étaient candidats à ces élections, les ont finalement trouvées saines et transparentes. Que n'a-t-on pas lu sur la dramaturgie de Muyonzi, où une opposante affrontait une ministre, la même opposante qui, je vous le rappelle, avait refusé d'être candidate à l'élection présidentielle de 2021. Quel paradoxe! Pour des raisons qu'on ignore, que n'ont-on pas lu sur les candidats jeunes et non les jeunes candidats, éjectés à Ouesso et à Ngo, autrefois honnis, aujourd'hui adoubés parce que maltraités par le pouvoir qu'ils servent. De l'antipathie débordante, on est passé à l'empathie débridée. Dommage. Cela fut le cas au moment de l'arrestation et du procès de Norbert Dabira. Au lieu de se servir de ce moment pour lui demander des comptes, surtout qu'il a été général et au service de la République, bien non, on est aussitôt apitoyé sur son sort, curieuse façon de se comporter. Comme quoi, dans notre opinion, dans la diaspora qui lutte, si aujourd'hui vous êtes avec le pouvoir, et demain vous vous retrouvez de l'autre côté, et ils font de leur mieux de vous mettre à l'aise. Il me vient incessamment à l'esprit un mot, un seul mot, l'honneur. Ce qui s'est joué récemment au Congo, c'est le sens même de l'honneur. Ce que d'aucuns sur les réseaux sociaux à propos de fils d'eux ont appelé la parentocratie. Ce n'est pas mon mot à moi. Que les choses soient claires. Tout jeune Congolais a le droit de postuler à de hautes fonctions ou à un poste de député
les Ayessa, les Mvouba, les Fila, les femmes des députés élus n'ont pas choisi leurs parents ni leurs maris. Mais le problème, c'est l'idée que tout ce beau monde se fait de l'honneur. L'honneur qui n'est pas seulement le mérite. Oui, qu'est-ce que l'honneur? La réponse, comme toutes les réponses, se trouve dans Homère. J'adore Homère, moi. Et je vous en conseille même de lire Homère. Attardons-nous sur le chant 22 de l'Iliade. Achille, au pied léger depuis déjà longtemps, poursuit Hector, lequel, bien inférieur en force, si personne ne le surpasse en intelligence et sagesse, se sont soudain abandonnés. Hélas, point de doute, les dieux m'appellent à la mort. Et voici maintenant le destin qui me tient. Eh bien, non, je n'entends pas mourir sans lutte, ni sans gloire, ni sans quelque haut fait dont le récit parvienne aux hommes à venir, le futur. Toujours la prospective. Il dit et il tire le glaive aigu suspendu à son flanc, le glaive grand et fort, puis se ramassant, il prend son élan, tel l'aigle de haute vol, qui s'en va vers la plaine, tel s'élance Hector. Tout est dit. L'honneur est ce bien moral conquis dans la lutte et qui permet parfois d'acquérir les considérations d'autrui et de conserver sa propre estime. Est-ce le cas de ces jeunes fils devenus ministres ou députés? Ne se sont-ils pas servis de leurs parents comme rampe de lancement? Sont-ils sincères dans leur combat? Plus largement, à quoi ont servi leurs longues études, si c'est pour ne faire que de la politique? Je ne les sous-estime pas. Soyons clairs. Beaucoup d'entre eux méritent leur poste et leur poste de député, mais j'ai bien peur qu'ils ne se soient servis de leurs parents comme rampe de lancement. Sont-ils légitimes, ces jeunes députés et ministres? Certainement, même si j'en ai en mémoire les autres s'écrions, le suffrage universel n'aura jamais son jour. Et pour le cas du Congo, et ça n'engage que moi, ça n'est pas une bizarrerie d'un jour. Je le répète, pour le cas du Congo, ça n'engage que moi, ça n'est pas une bizarrerie d'un jour. Car à voir le spectacle, on dirait que le suffrage universel n'aurait jamais vu son jour. Du moins, c'est le sentiment qui se dégage des élections qui permettent à ces jeunes et fils d'eux de revêtir les habits politiques. Mais s'ils se présentent sur les bancs des conseils de ministres ou de l'Assemblée nationale, c'est que leurs parents ont échoué dans leur mission politique. Quel est ce père de famille qui ne serait pas content de voir son fils astronaute, spationaute, ingénieur chez Microsoft, chez Total, chef de service ou d'un grand hôpital, etc. Après de longues études, réfléchissons-y. La politique dans notre pays, c'est curieusement l'appel plus langoureux pour zéro ambition. C'est devenu le métier le plus noble, celui qui assure les honneurs, les claquements de portières de gros ventres. Il ne sert donc plus à rien de poursuivre de longues études, puisque de toutes les façons, on va toujours finir ministre ou parlementaire. Je comprends désormais l'extinction des lumières de l'école. Du coup, tout jeune est quasiment tenu par le pouvoir. Le jeune devient lié à la politique. Mais quelle politique?
Dans une récente interview, j'ai eu ce jeu de mots. Au Burkina Faso, c'est la jeunesse qui détient le pouvoir. Et au Congo, c'est le pouvoir qui détient la jeunesse. Et pour cause, c'est la jeunesse burkinabé, en descendant dans la rue, qui avait poussé Blaise Compaoré vers la sortie. Les hommes politiques n'avaient fait que saisir la balle au banc. Plus récemment, c'est cette même jeunesse qui a protesté contre l'inertie de Christian Kaboré face à l'ignominie du terrorisme, approuvant le coup d'État du MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, présidé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. A contrario, la jeunesse congolaise, pourtant très friande de la politique, végète dans une apathie sinon totale, du moins incompréhensible, et que la politique de ces jeunes ne sont pas maîtres de leur destin. Les jeunes attendent tout du pouvoir, tels des automates ou des moutons de panurge. On dira encore que je suis toujours sec et virulent. Quel gâchis, comme dirait l'autre. Or, le salut ne découle que de la permanence de la lutte qui suppose de fuir l'apathie ou la mollesse. Dans mon premier livre, j'ai cité Héraclite à dessein. Le combat est père de toutes choses. De quelques-uns, il fait des dieux. De quelques-uns, des hommes. Et de quelques-uns, des esclaves. De quelques-uns, des libres. Dans mes livres, j'ai procédé par comparaison dans la partie relative à l'essai. De fait, j'ai convoqué la jeunesse nigériane. Madame Alphonsine Nilenga Bouya a su l'expliquer. La jeunesse nigériane, laquelle, souvenez-vous, soutenue par des stars de la chanson, était massivement descendue dans la rue pour protester contre la mort d'un jeune homme sous des balles de la brigade spéciale de répression des vols, spéciale anti-robberie, Squad, en sigle SARS. Les autorités avaient beau démentir l'information, le hashtag SARS mettait fin, SARS était devenu rapidement l'un des sujets les plus discutés sur la toile nigériane. Jusqu'à 1,3 million de tweets avaient été publiés sur le sujet, s'il vous plaît. Au Congo, des jeunes sont morts dans des commissariats. Je pense à Chakona. Au Congo, on exécute les bébés noirs. Pas plus tard que mercredi dernier, le commandant de la gendarmerie nationale, le général Paul Victor Moigny, a exhibé de tels des trophées de guerre, quelques 600 bébés noirs. Dans le cadre de l'opération Esprit Yabadéman. Toujours des concepts bizarres. Mbata Yabakolo, etc. Et de marteler la menace est réelle. Nos forces de sécurité intérieure avons la ferme volonté, le professionnalisme nécessaire et les techniques pour éradiquer le phénomène des bébés noirs. Et comment compte-t-il lutter contre ce phénomène? En pointant du doigt les failles de la justice qui, à ses yeux, est trop laxiste face aux bébés noirs. Pour ma part, je ne pense pas que cela soit suffisant. Pour ramener ces jeunes sur le droit chemin, il nous faut les avis des sociologues, des psychologues, etc. avant de faire, quelles que soient des méthodes, rien ne marchera. J'ai l'habitude d'en parler avec Maître William Ofunda. C'est un sujet qui lui tient vraiment à cœur. L'insertion et la réinsertion des jeunes. On aura le temps d'en parler, si vous voulez, très cher.
C'est la méthode qui me paraît la plus efficiente, à mon avis. Pourquoi du reste? Ne pas imiter les autorités de la RDC qui ont fait des koulouna des agriculteurs. Simple suggestion, c'est au gouvernement congolais, dans la perspective du rétablissement de l'autorité de l'État promis en 2021, de voir. Au Congo, il y a eu l'affaire Merveille Bazanzela, qui aurait dû interroger plus d'un. Rien de tel. Je me trompe peut-être parce que ça émeut toujours ou que je vais vite en besogne. On me le dit toujours. Mais peut-être je suis trop en avance. Mais si celui qui son humeur reste muet, son mutisme devient coupable. Voilà pourquoi j'ai pris l'option d'en parler. Je suis pas muet. On dira que Poibou est à Paris. Il peut donc raconter ce qu'il veut. Cette raison, donc le but est d'excuser la mollesse, l'apathie et idiote. C'est à celui qui souffre de la misère de la dénoncer. C'est à celui qui souffre de la privation de la liberté ou de droit de la dénoncer. C'est à celui qui a faim de clamer haut et fort pour qu'on vienne à son secours. Qu'est-ce que le courage? Un élément de réponse nous a été légué par Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Or, dans pareille situation, une colère accumulée pendant des années doit s'extérioriser en action et non en parole, en action de milliers de gens et non pas d'un individu isolé, comme dirait Lénine. En même temps, je reprendrai à Madame Alphonsine Ilenga Bouya, qui pense, d'après elle, que je compte me battre tout seul. Non, je ne le pense pas. J'ai eu à parler de Michael Young dans le premier livre, qui est l'auteur de livre de la méritocratie, la convergence des énergies, des idées, des ondes positives afin d'aller de l'avant. Je l'ai dit, je l'ai écrit noir sur blanc dans le premier livre. 32 mois sans bourse d'études, 32 mois sans salaire, 32 mois sans eau, ni électricité. Alors, ce ne sont pas les sources d'énergie qui manquent. Pire, il y a des concours qui, pour s'y inscrire, il faut débourser une somme énorme. Au final, comme pour les élections d'ailleurs, il faut payer pour y participer. Il y a zéro résultat, inadmissible. Mais malgré ça, on encense les élections. Quand on applaudit un honorable, fût-il un ami de longue date, on légitime de fait le processus et le soupçon de fraude s'éteint de lui-même. On participe en fait, ipso facto. Cher ami, j'ai mal. Nous manquons de constance. Nous sommes contradictoires. Nous sommes achetables politiquement. Comme on avait manipulé les jeunes, intégré les milices privées dans les années 97, parce que ce sont toujours les jeunes qu'on utilise pour les sales besognes. Nous manquons de courage. Nous cachons notre soif de liberté, nous cachons nos faims accumulées. Je vais bientôt finir, mes chers amis. Ah, merci. La jeunesse est un moment, évidemment, d'apprentissage et d'émancipation. On apprend par l'accès à un savoir ou des savoirs, mais par la culture. Et ça ne doit jamais cesser. Et le moment que traverse notre pays, la culture est un élément essentiel de nos vies. Elle est patrimoniale, elle est aussi en transformation, mais elle est à ce qui permet bien souvent de bousculer des frontières, des barrières, de permettre les échanges
et de faire vivre en lumière le pays qui est le nôtre, de céder des émotions communes, toujours selon Emmanuel Macron. La culture, c'est l'expression du sentiment d'une émotion, d'une identité. Il y a aussi d'autres défis, la démocratie, la justice, l'écologie, la santé. Tout ça manque dans notre pays. Voilà à peu près, pour ne pas m'éterniser et en attendant nos échanges, ce que je voulais partager avec vous et que j'ai abordé dans mes livres. Quelques aspects que je vais énumérer. Il est et il y va de notre responsabilité à tous. Face à l'histoire, je voulais aussi vous dire qu'il est presque difficile d'avoir une politique pour la jeunesse. On doit simplement essayer de faire le maximum. Ce maximum, ne renvoyons pas aux cadeaux épisodiques des hommes politiques pour que la jeunesse puisse choisir son avenir. Hier comme aujourd'hui, ce dont la jeunesse congolaise a besoin, c'est la construction d'un navire dans sa propre cale sèche pour prendre la mer, j'allais dire l'océan Atlantique, au départ de Ndjinji. Pointe-Noire, Punta Negras. Je vous remercie. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.